Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cet atelier autour de l'accueil de la biodiversité dans les projets. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Marc Barra, qui est écologue à l'Institut Paris Région, un de mes collègues au département biodiversité de cet institut, qui s'appelle l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, qui va nous donner les essentiels de ce dont on parle, la biodiversité et la construction, à la fois de quoi on parle, puis des enjeux, des exemples, des méthodes. Puis Adi Nector, qui est responsable du département écologie du territoire à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg, nous dira comment, sur le territoire de la ville de Strasbourg, on travaille à l'intégration de la végétation dans les politiques publiques à l'échelle de ce territoire et puis avec quelques déclinaisons. Et puis enfin, avec Sébastien Heus, qui est architecte paysagiste du bureau Arter, on verra l'évolution de pratiques et des retours d'expérience sur ce sujet de biodiversité et bâti dans des projets à Bruxelles. Pendant ce temps, en coulisses, Alban Narbonne de nos amis d'Ecopolis modérera le chat. Donc vous avez une petite icône de discussion qui vous permet de poser vos questions à nos intervenants, de compléter avec vos propres éléments pour les participants. Et Alban se fera un plaisir de sélectionner vos questions dont je me ferai l'interprète auprès de nos intervenants. On va commencer tout de suite en laissant la parole à Marc Barra, à qui je vais demander de bien vouloir partager son écran. Voilà. Merci Gilles. Effectivement, juste le temps de partager l'écran. Euh, Est-ce que ça s'affiche? Ok. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Alors, l'idée de mon intervention, c'est revenir sur quelques concepts liés à la prise en compte de la biodiversité dans l'acte d'aménager et l'acte de construire à différentes échelles. Donc moi, je suis effectivement écologue de formation et c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'observe le monde du bâtiment et de l'architecture. On note qu'il y a je pense, une forte prise de conscience, notamment, depuis, 2-3 ans autour de cette thématique. Pour moi, c'est pas les idées qui manquent aujourd'hui, sur les façons d'intégrer la biodiversité au bâti et à l'aménagement, c'est plutôt la méthode et c'est un petit peu, ce sur quoi j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est-à-dire, si on veut vraiment intégrer la biodiversité à toutes les étapes de son projet, il faut se doter d'une méthode structurée qui permette de se poser les bonnes questions, et notamment en amont. Et puis aussi, c'est ce que j'essaie de défendre, c'est d'intégrer des compétences en écologie dans les projets, à savoir soit des écologues pour aider les architectes à concevoir leurs projets, soit aussi des naturalistes quand on est dans les dimensions préalables en amont pour les diagnostics écologiques, pour faire du travail de terrain préalable qui va venir nourrir le projet. Et c'est vrai que on sent qu'il y a de plus en plus d'exigences de la part des collectivités qui ont leurs responsabilités afin d'orienter les acteurs du bâtiment. C'est aussi un point qui me semble essentiel. C'est, je pense que les acteurs du bâtiment eux-mêmes ne peuvent pas à eux seuls conduire le changement. Il faut des fortes impulsions issues de la planification, des documents d'urbanisme, des collectivités. Je pense que ça sera aussi le sens de l'intervention d'Adi Nector sur comment une collectivité peut impulser des projets plus favorables aux vivants. Et donc, pour commencer, en termes de biodiversité, c'est vrai qu'on peut difficilement parler d'exigences environnementales déjà et de bâtiments durables si on ne prend pas en compte, cet aspect, de la biodiversité. On peut même dire du vivant. C'est un point important. Derrière biodiversité, il y a, toute la faune, et toute la flore. Il y a aussi la fonge, et les micro-organismes quand on va s'intéresser par exemple, au sol, on y reviendra à travers, des exemples. Il y a une dimension d'espèce à préserver ou à renforcer, mais il y a aussi une dimension de fonctionnalité écologique, c'est-à-dire utiliser la biodiversité dans son projet pour obtenir certaines fonctions, certains bénéfices. Et c'est en ce sens que la biodiversité dans son projet, c'est à la fois un objectif, faire des projets
plus perméable aux vivants, plus perméable aux espèces, mais c'est aussi un moyen de stimuler derrière, le bien-être et la santé des populations qui vont utiliser, ces projets. Un moyen aussi de mieux s'adapter, au changement climatique, puisqu'on sait que derrière, ces solutions fondées sur la nature, on va avoir des bénéfices en termes, de rétention d'eau, de lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, de stockage de carbone. Et c'est un peu, je pense qu'on évolue vers cette, dimension-là où, la biodiversité, c'est pas juste une décoration pour son projet, et quelque chose d'esthétique, mais c'est vraiment, un atout, qui va venir apporter, derrière différents types de bénéfices. Alors peut-être avant d'aborder, concrètement les projets en eux-mêmes, revenir sur cette question de la responsabilité de la collectivité finalement dans la prise en compte du vivant. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait face, dans beaucoup de métropoles et dans la plupart des villes à un problème de surdensité qui va avoir un impact, sur la biodiversité. Et donc parler de biodiversité en ville, c'est d'abord essayer de faire un état des lieux, sur son statut et sur son état. Et tous les indicateurs montrent aujourd'hui un déclin massif, que ce soit en abondance et en richesse, des espèces en milieu urbain. Ça s'observe notamment au niveau, des oiseaux et des passereaux, des oiseaux communs dont les effectifs ont largement chuté les dernières années. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que les espèces qui sont inféodées au bâti, comme les hirondelles, par exemple, les martinets, ces espèces qui vont trouver dans le bâti des infractuosités, des endroits pour se poser, pour nicher, sont plus affectées que les autres. Il y a là-dedans une responsabilité de l'architecture et de la façon dont on va faire les bâtiments. Mais c'est pas tout, les mammifères sont aussi affectés, hein. Sur les chauves-souris, par exemple, on parle de déclin. Alors c'est des chiffres franciliens que je vous montre ici, mais qu'on peut retrouver dans d'autres, métropoles. On parle de déclin de près de 50 en abondance, en 10 ans. Et puis, les insectes aussi, sont affectés. D'une manière générale, au plus on s'approche d'un gradient urbain dense, au plus, la richesse en insectes, ici en papillons, a tendance à diminuer. Et donc cette surdensité, c'est un peu la responsabilité des collectivités, ce qui me fait dire que, la question principale quand on va avoir un projet d'aménagement, c'est où est-ce qu'il se situe? Et ça nous pose la question des politiques de densification aujourd'hui qui vont, avoir tendance à concentrer les projets dans les dents creuses urbaines, y compris les friches, les parcs, les jardins, tous ces espaces qui, sont utiles à ces espèces. Et même si on a le plus beau projet, végétalisé, qui intègre plein de dimensions de la biodiversité, mais qui se place au mauvais endroit, on répondra pas à notre question de déclin de la biodiversité dans les zones urbaines. Donc c'est vraiment quelque chose à planifier, en amont. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à cette question de la densité vs, biodiversité, et des chercheurs qui préconisent, par exemple, une étude aux États-Unis qui montre, qu'on a besoin d'un minimum de 30 d'espace de nature ou couvert en eau, dans un rayon de 250 mètres autour des habitations, pour améliorer à la fois la santé des habitants et pour limiter le déclin de la biodiversité. Ce 30 il revient, dans plusieurs articles. Il y en a d'autres qui citent même 45 d'espaces de nature, au sein des quartiers pour avoir une biodiversité, stable. Je pense que c'est des objectifs qu'on devrait essayer d'atteindre à chaque fois qu'on a un projet d'aménagement. C'est de se dire: «Est-ce qu'on peut réserver un tiers, voire un peu plus, jusqu'à la moitié à des espaces de nature qui vont derrière profiter, aux espèces». Alors évidemment, il y a d'autres conditions que la surface, quantitative qui est attribuée à la nature, mais je pense que ce serait déjà un grand pas en avant. Et finalement une forme de réponse, à la question qui est posée lors de ce congrès, hein, to build or not to build. Moi j'ai l'habitude de dire que le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est celui qui est pas construit. Et donc ça va bien avec l'esprit, actuel, qui dit de faire la ville sur elle-même, de faire sur l'existant. Évidemment, tout ce qu'on pourra mettre en œuvre pour utiliser le bâti existant, utiliser, des friches qui sont déjà artificialisées, faire de la rénovation, adopter des techniques de surélévation, extension, mitoyenneté, va avoir, un bénéfice sur la biodiversité puisqu'indirectement on va préserver du foncier. Et c'est un peu le mouvement, je pense que, pas mal d'architectes aujourd'hui se reconnaissent dans ce
manifeste pour une frugalité heureuse et créative, qui vise justement dont un des slogans est, de ne plus faire de construction neuve, en extension et de faire uniquement de la rénovation. Donc indirectement, c'est vers là qu'il faut aller aussi pour préserver les espaces de nature et la biodiversité. Un deuxième principe, que qui m'intéresse, c'est justement si je reviens à ces 30 ou 40-45 d'espace réservés à la nature, c'est de se dire demain, les projets en renouvellement urbain, qui se font sur l'existant, devront s'imposer un coefficient de pleine terre de 30 à 40 d'espace en pleine terre végétalisé ou en eau dans chaque opération pardon, pour conserver ces espaces de nature. Et on a une bonne marge de manœuvre là-dessus. J'ai mis un projet ici en photo qui est la ZAC La Vallée à Châtenay-Malabry, qui a été construit par Eiffage, qui est un projet en tout point exemplaire. Il y a eu des études naturalistes préalables. Il s'insère entre le parc de Sceaux et la coulée verte de Châtenay-Malabry, avec l'intention de recréer des trames vertes justement qui font office de corridor entre ces deux espaces de nature. Il est largement végétalisé. Pour autant, quand on regarde et qu'on fait un comparatif avant et après le projet, on a une perte nette de 3 hectares de pleine terre. Et donc un projet qui vient forcément derrière réduire l'offre en espace vert, pour les habitants et aussi l'offre en espace de nature pour la biodiversité qu'on va rencontrer dans ce milieu urbain. Et donc je crois que tant que ça vient pas de l'impulsion des collectivités, un une des exemplarités que peut avoir un aménageur, c'est de se dire: «Je vais m'appliquer un coefficient de 30 à 40 de pleine terre». Alors, est-ce que oui, pardon. Autre idée qui est absolument, essentielle dans la prise en compte de la biodiversité, dans un projet, ça va être de réaliser des études préalables. Ce que moi j'appelle un diagnostic écologique, ce que parfois on entend uniquement, sous l'angle des inventaires naturalistes, mais c'est pas que ça. L'idée c'est de mettre toutes les billes de son côté pour, analyser, le contexte écologique local. Donc ça va passer, par des inventaires effectivement, naturalistes. Il faut qu'ils couvrent la plupart des groupes d'espèces, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes et cetera. Et ensuite de se servir de cette connaissance pour nourrir le projet. Dans un diagnostic écologique, il n'y a pas que des inventaires, on a aussi la prise en compte des sols et de leur qualité écologique. On a une prise en compte de l'hydrologie. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette hydrologie derrière pour la décliner dans son projet? On a une prise en compte des caractéristiques environnementales classiques comme la pluviométrie, l'ensoleillement, tout ça qui va servir à adapter son projet et à le nourrir de connaissances d'éléments locaux. Et là-dedans, j'aime bien distinguer, le rôle du naturaliste et de l'écologue qui peuvent parfois être la même personne, mais pas tout le temps. Il y a les naturalistes qui interviennent pour faire ces analyses, ces inventaires de terrain et il y a l'écologue qui va, faire office d'ensemblier et travailler, lui, avec la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, pour venir traduire ces préconisations dans le projet. Et c'est un peu l'étape qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que, souvent moi quand je travaille avec des aménageurs ou des architectes, j'arrive à la fin et à la fin on nous dit, «Bon, bah, comment on peut verdir finalement le projet?» Et là où ça changerait la donne en matière de prise en compte de la biodiversité, c'est que, nous écologues, on puisse s'exprimer sur la forme des bâtiments, leur hauteur, la morphologie urbaine, la rugosité des façades, et puis plein d'autres choses encore, la largeur des voiries, tous ces paramètres qui aussi vont avoir une influence sur le vivant et c'est un peu un aspect qui, me semble, négligé aujourd'hui. Un autre principe qui va suivre le diagnostic écologique, c'est quand c'est possible, c'est de se dire: «Est-ce qu'on est, obligé, de faire table rase, de ce qui existait sur le projet en termes d'éléments de nature, de terrasser, de faire propre», comme on dit parfois dans la profession et puis de venir, construire son projet et ensuite implanter de nouveaux espaces verts, tout neufs? Non, un des éléments qui permet de conserver, aussi la biodiversité et d'agir en sa faveur, c'est de conserver l'existant et notamment les arbres, puisqu'on sait que les arbres, de grande hauteur, les arbres vieux, ceux qui ont notamment des cavités, ils vont abriter, pas mal d'espèces et ça peut être un atout dans le projet. En plus, ça va on peut faire des économies, sur le lot, espace vert.
Et donc tous les projets qui vont pouvoir comme ça essayer de conserver l'existant, alors ça peut être des arbres, parce que c'est souvent remarquable, mais ça peut être aussi des massifs, d'herbacées, des massifs fleuris, ça peut être des espaces, enherbés ou sablonneux qui vont abriter, certaines espèces d'insectes, et de pollinisateurs sauvages et cetera. Comment on peut conserver ça dans son projet? J'en ai mis 2 ici en exemple qui ont été assez exemplaires. Le premier, c'est le quartier de la Courouse, à gauche à Rennes, dans lequel plusieurs arbres ont été, conservés, mais y compris, de grandes portions de sol. Le paysagiste, en fait, s'est appuyé sur ce qui existait initialement pour dessiner son projet. Et la même chose à droite, là c'est le parc habité, des Seicheries à Bègles, qui est aussi un projet exemplaire, qui a mis en œuvre un diagnostic écologique et qui a conservé la plupart des arbres existants, les bâtiments venant se déposer entre ces alignements d'arbres ou ces arbres isolés existants. Ça, on devrait le voir plus souvent et un moyen de conserver à l'échelle de son projet d'aménagement des espaces de pleine terre, c'est de s'appuyer sur, la gestion alternative des eaux pluviales en visant une infiltration à 100 à la parcelle. Alors évidemment, c'est pas faisable partout quand on va avoir, des argiles, du schiste et cetera, mais sur beaucoup d'opérations, ça peut et sachant qu'il existe des financements de l'agence de l'eau pour cela, c'est vraiment un levier extraordinaire pour, augmenter la surface en espace de pleine terre, et du coup se passer des tuyaux aussi, une politique, visant la fin du tout tuyau, qui est remplacée par, alors ça peut être des mares, ça peut être des jardins de pluie, ça peut être des noues végétalisées, qui globalement sont en plus beaucoup moins coûteuses que les ouvrages, maçonnés, donc ce qui permet de s'y retrouver, du point de vue, économique. Tout en indiquant que pour que ces ouvrages soient favorables à la biodiversité, il faut aussi, qu'il y ait, une manière de les concevoir. Par exemple, pour creuser une mare, c'est pas un coup de pelleteuse, ça va être, des berges en pente douce avec, certaines couches de sol, à préparer et cetera. Une gestion douce aussi, de ces aménagements. On voit beaucoup de noues végétalisées qui vont être tondues régulièrement et qui du coup perdent en efficacité parce qu'on va les tasser, au passage et perdent aussi en intérêt, pour la faune, qui est susceptible de les accueillir. Donc en tout cas, un dispositif qui va permettre vraiment, d'améliorer la prise en compte de la biodiversité. Une fois qu'on a préservé plus d'espaces de pleine terre ou végétalisés, dans son projet, il y a une autre idée. Alors ouais, voilà, ma slide est passée. Il y a une autre idée qui va être, fondamentale, c'est de conserver des espaces de déplacement pour des espèces au sein des projets. Heu, Ça fait partie des conditions nécessaires pour que la biodiversité s'épanouisse dans les milieux urbains, et notamment, dans les quartiers. Un, il faut qu'elle ait des surfaces disponibles et 2, il faut que ces surfaces soient connectées, reliées les unes aux autres pour qu'elles puissent prospérer. Et là-dedans, je pense qu'on a aussi une marge de manœuvre énorme pour imaginer des projets que j'appelle sans clôture, mais disons que ça va être des projets dans lesquels il n'y a pas de barrière infranchissable, aux espèces, qu'il s'agisse d'hérissons, qu'il s'agisse d'écureuils ou, d'autres espèces, plus petites qui vont, devoir se déplacer entre les espaces verts. Alors ça se fait dans certains projets. Celui que j'ai en photo ici, ce sont les docks de Ris à Ris-Orangis, dans lequel il n'y a pas de séparation entre, l'espace public et privé au sein de ce quartier. Il n'y a pas de clôture non plus et je pense que c'est assez intéressant. Il n'y a pas, de suivi qui a été effectué, pour l'instant, mais comme on est entre la Seine et un autre étang un petit peu plus loin, on peut imaginer justement que les espèces se servent de cet aménagement pour se déplacer. Évidemment, il existe tout un tas de dispositifs, de passage à faune pour permettre aussi à ces espèces de franchir les obstacles. Et ça, c'est encore insuffisamment, traité aujourd'hui, même si on avance. 3e idée, donc plus d'espace de pleine terre, 2 des espaces connectés entre eux, 3 plus de naturalité, dans son projet, c'est-à-dire des espaces végétalisés qui vont faire l'objet de moins de gestion. Donc ça rentre typiquement dans ce qu'on appelle la gestion écologique et différenciée des espaces de nature qui peut être mise en œuvre, dans les collectivités.
Moi, je préconise qu'on puisse arriver à garder là aussi 30 à 50 d'espaces qui sont en gestion très, très extensive, voire laissés en libre évolution au sein des quartiers, les autres étant des espaces plus récréatifs ou d'autres des espaces jardiniers ou cultivés, pour que ça soit aussi, des zones de libre expression de la flore, qui vont, accueillir une flore spontanée et pas forcément la palette végétale qu'on a plantée au départ, qui vont accueillir, de la faune. Ce choix de la naturalité, il n'est pas évident dans les projets d'aménagement. C'est peu vendeur de dire: «On laisse, complètement la nature s'exprimer». Parfois, il y a des problèmes esthétiques et cetera. Mais ça commence à venir et ici, c'est encore le parc habité des Sécheries à Bègles où effectivement, devant tous les bâtiments, on a un espace, une bande de 5 mètres qui est laissée, dont certaines, en tout cas au moment où je l'ai visité, n'étaient, absolument pas gérées, et il regardait un petit peu ce qui arrivait, par lui-même. Cette question de la naturalité, aussi un autre élément sur lequel je pense on peut progresser et qui est aussi une autre dimension de la biodiversité, ce sont les sols. Je rappelle, enfin l'IPBES rappelle dans son dernier rapport, hein, que les sols abritent 25 de la biodiversité terrestre, ce qui est pas rien et pourtant elle reste très méconnue. En ville, évidemment, on a des sols qui sont très dégradés, remaniés, reconstitués, et cetera et pourtant, sans sol vivant, finalement, on va avoir derrière une végétation moins intéressante. Les sols sont à la base de fonctions très utiles, et il peut y avoir différents moyens de les protéger. Le 1er, eh bien, ça va être à l'étape du chantier d'essayer d'éviter de faire passer les engins au même endroit plusieurs fois, qui vont tasser les sols, d'avoir du stockage de matériel, là aussi réservé à un seul endroit pour éviter de tasser les sols, éviter les pollutions. On peut aussi valoriser les sols sur place, notamment via des techniques de restauration de sol, plutôt qu'importer des terres agricoles. Et puis on peut aussi, dans les principes constructifs, imaginer des constructions sur pieux ou sur pilotis qui vont épargner les sols de fondations lourdes. Et là, c'est le cas, un exemple qui me plaît beaucoup à Bayonne, l'écoquartier du Séquet, où l'architecte est venu, là aussi, complètement déposer les bâtiments sur le sol existant, sans pratiquer de fondations lourdes, sans pratiquer de terrassement. Et donc on est, sur des principes constructifs qui permettent non seulement de conserver les sols, mais aussi d'avoir une gestion des eaux pluviales, quasiment à 100 à la parcelle, sans infrastructure de gestion de ces eaux pluviales. Les sols, c'est souvent une dimension qui est oubliée, quand on parle de biodiversité dans la construction et pourtant elle est, fondamentale. Et j'en termine avec, la question de la végétalisation. Je le mets volontairement en dernier parce que c'est, il me semble, la première chose à laquelle on pense quand on dit bâtiment, aménagement et biodiversité, alors que c'est pas forcément, le seul élément, à prendre en compte. Mais là aussi, évidemment, végétaliser les bâtiments, c'est un moyen de créer plus de surface disponible pour le vivant. Et là aussi, on a une marge d'amélioration et avec des réalisations qui commencent à être, vraiment intéressantes. Cette école que je montre régulièrement, qui a été faite par les architectes Chartier-Dalix à Boulogne-Billancourt, l'école des sciences et de la biodiversité, c'est un super exemple de coopération entre architectes et écologues, qui ont eux-mêmes défini la palette végétale, le type de végétalisation qu'ils voulaient mettre en œuvre. Et donc on est sur un projet, un démonstrateur assez, impressionnant et ambitieux et sur cette toiture, on a une partie, prairiale avec, 30 centimètres de profondeur du substrat et une partie boisée, un petit boisement, sur, la grande partie du bâtiment où là on atteint des profondeurs de 1 mètre de substrat. Donc c'est une grosse structure béton, on peut évidemment pas faire, ça partout. Ce qui m'intéresse, davantage dans ce projet, c'est d'abord la coopération, architecte-écologue et aussi que, ce bâtiment, il se végétalise progressivement. On a trouvé, près de 70 de plantes spontanées sur cette toiture par rapport à ce qui a été planté, initialement. Et puis un autre, aspect innovant, c'est sa façade. Vous voyez la flèche ici. La façade est constituée de différents blocs de béton dans lesquels ils ont conservé des infractuosités avec de la terre et le bâtiment, qui a été construit en 2014, se végétalise progressivement par l'apport des graines via les oiseaux, via le vent et cette idée de laisser aussi un bâtiment,
être colonisés naturellement par la nature. C'est ça aussi quand on parle de biodiversité. On a réalisé une étude sur les toitures végétalisées qui nous montre que, il ne faut pas s'attacher nécessairement à vouloir conserver une palette végétale initiale, sauf à vouloir vraiment gérer, très régulièrement. Parce qu'au final, au bout de quelques années, près de 70 de la végétation qu'on va rencontrer dans ces toitures est spontanée. Un autre exemple ici qui est fort intéressant, sur la photo qui est à gauche, hein, c'est une toiture végétalisée. Elle a été prise sur le toit, par le paysagiste, elle a été conçue par le paysagiste, Philippe Pégère et là aussi, au lieu de végétaliser en utilisant des systèmes, précultivés, hein, comme ça se fait encore, quand même assez régulièrement, il est allé prélever des espèces dans la prairie en dessous. Donc ils ont récupéré ce qu'on peut appeler des plaques de prairie avec une partie du substrat et les plantes qu'il y a dessus et puis ils les ont déposées sur le toit. Ça rentre dans la catégorie du génie écologique finalement, c'est s'inspirer du vivant pour le reproduire dans ces aménagements. Et ça se fait de plus en plus, où, des écologues qui vont prélever des graines en milieu sauvage ou qui s'approvisionnent en graines locales et qui vont les utiliser dans le projet de végétalisation du bâtiment. Et ça aussi, c'est important quand on parle végétalisation, il y a quelque chose qui est un peu navrant aujourd'hui, c'est une forme d'uniformisation des systèmes de végétalisation on va retrouver les mêmes végétalisations à Strasbourg et à Marseille, par exemple, qu'on va commander dans un catalogue. L'idée de biodiversité, c'est d'avoir toujours une cohérence avec le contexte local et essayer de reproduire cela au cas par cas sur son bâtiment. Même logique avec les murs et les façades qui représentent évidemment une surface supplémentaire à végétaliser. On a vu là aussi se développer beaucoup de systèmes prêts à l'emploi qui nécessitent non seulement beaucoup d'entretien, mais aussi beaucoup de ressources matérielles pour être fabriqués, hein. C'est des systèmes qu'on voit ici à gauche, en termes de substrat, en termes de support, en termes d'eau qui est nécessaire, même si on fait des systèmes de plus en plus efficaces. Mais peu importe, c'est la logique qui prime derrière. C'est une absence de cohérence avec le contexte local. Et là aussi, pour végétaliser les façades, finalement, on revient à des solutions plus simples, hein, comme les plantes grimpantes. Qui, outre leur intérêt pour le vivant, en fait, permettent aussi d'envisager dans son projet de conserver des espaces de pleine terre au sol, puisqu'elles devront pousser là-dedans, et donc de gérer aussi une partie de l'eau de pluie. Avec les plantes grimpantes, on peut faire tout type d'aménagement, les diversifier, directement raccordés au mur quand on est sur des plantes avec des crampons, avec des plantes volubiles, les accrocher à des câbles ou à des structures grimpantes, etc. On peut vraiment diversifier les formes d'architecture et en termes de services rendus, en lien avec le rafraîchissement, par exemple, on est largement équivalent, voire supérieur au système végétalisé modulaire prêt à l'emploi. Et il faut conclure, Marc, s'il te plaît. Et je termine ici. J'avais quelques exemples de prise en compte de la faune dans le bâti, que je ne vais pas forcément détailler, mais juste pour vous montrer en photo ici, il y a aussi un peu un effet de mode aujourd'hui autour de l'accueil des oiseaux ou de l'accueil des chiroptères dans le bâti, une forme de mode des nichoirs qu'on va intégrer aux façades, etc. Alors moi, je suis assez enthousiaste, hein, je trouve que ça peut avoir une réelle efficacité quand on cible des espèces en particulier, mais là aussi, il faut s'appuyer sur le diagnostic des naturalistes, c'est-à-dire mettre des nichoirs qui correspondent effectivement aux espèces qui sont visées, les mettre au bon endroit, bien placés dans le bâtiment. À ce moment-là, ça peut marcher. Mais je voulais dire aussi que parfois, il y a des aménagements gadgets où, pour les oiseaux, en tout cas, la plupart du temps, ce dont ils ont besoin, ce ne sont pas des nichoirs, ce sont des arbres qui vont être à côté et des habitats à côté. Il faut savoir que certains oiseaux, certaines études montrent qu'au-delà de 8 étages, il y a la plupart des passereaux qui vont plus du tout voler autour du bâtiment, que la largeur des rues aussi compte, que les petits passereaux, ils préfèrent les rues étroites et très végétalisées que les grandes avenues où il y a plus de bruit. Voilà, donc là encore, l'idée, c'est de s'appuyer sur des connaissances naturalistes pour faire son projet et pas uniquement penser l'objet sans avoir fait attention aux exigences écologiques des espèces. Voilà, je m'arrête ici, j'ai été un peu long, désolé, et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci.
Merci beaucoup, Marc. On a déjà des questions qui nous sont remontées via le chat. Et la première, elle est très intéressante. C'est est-ce que cette notion de biodiversité, c'est une approche spécifique dans l'approche du bâti? Est-ce qu'elle est différente d'une approche qui serait environnementale ou de développement durable? Est-ce qu'elle offre des angles d'entrée ou des pistes de réflexion spécifiques? Oui, je crois qu'elle offre des choses spécifiques. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pour moi, la prise en compte de la biodiversité, elle est déjà très tardive par rapport aux autres aspects environnementaux. Quand on parle du bâtiment durable, généralement, tout est assez bien cadré sur la question des déchets, de la prise en compte de la qualité de l'air, de l'énergie, de la santé, et cetera. La biodiversité, elle est arrivée, très tardivement, là-dedans. Elle est arrivée, essentiellement par la végétalisation, mais là aussi, l'idée c'est de l'étendre à d'autres aspects de la biodiversité qui peuvent être d'autres groupes d'espèces, d'autres fonctions, issues de la biodiversité et pour moi ce qu'elle apporte c'est alors forcément en tant qu'écologue, j'ai tendance à penser que la biodiversité répond à plusieurs choses, mais c'est cette approche, globale justement. C'est qu'il me semble que si on décline vraiment le concept de biodiversité dans son projet de A à Z, on va répondre derrière aux problématiques liées à l'énergie et à l'adaptation au changement climatique. On va répondre, forcément aux problématiques liées à l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau sans végétation et sans sol. Et on répond aussi indirectement aux questions de santé par l'amélioration du cadre de vie. Donc je crois que c'est un concept intégrateur, qui permet de répondre aux autres dimensions du développement durable. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. En tout cas, moi, je le comprends, mais ça veut dire que l'écologue, il n'est pas là qu'au début, il n'est pas là qu'au moment où on a une parcelle et où on fait un diagnostic écologique, ce qui serait déjà super si on avait ça tout le temps. Mais ça veut dire qu'il y a un écologue presque à tous les moments de la phase de réalisation d'un projet. C'est ça qu'il faudrait. Oui, en tout cas, à minima, suite au diagnostic écologique et à l'intervention des naturalistes, qu'il y ait un écologue, à l'étape, conception, à l'étape de l'élaboration du plan masse et jusqu'à la réalisation, et le chantier. Voilà, ensuite le suivi, l'exploitation et cetera, peut-être qu'on peut, s'en passer si jamais il n'y a pas le budget et cetera. Mais au moins jusqu'à l'étape chantier, effectivement, il faudrait un suivi. Alors, du coup, une fois qu'on a mis en œuvre notamment une grande naturalité dans les espaces de nature, une des questions qui nous est posée, c'est comment gérer les espèces invasives si on fait le choix de la naturalité, puisque le choix de la naturalité, c'est aussi de laisser s'installer des plantes, voire des animaux qu'on n'a pas choisis. Comment est-ce qu'on résout cette équation finalement entre le prévu et l'imprévu, le désiré et le non désiré? Je pense que ça passe par beaucoup de pédagogie, auprès des futurs usagers, auprès des habitants du quartier. Il me semble que, il y a quand même une tendance à mieux accepter, le sauvage dans la ville et donc éventuellement le sauvage dans son projet. Mais on voit aussi beaucoup de contre-exemples, hein. Le quartier de Ris-Orangis que je montrais, effectivement, il y a beaucoup d'habitants qui se sont plaints parce qu'il y avait des espèces, alors non pas invasives, mais des espèces allergènes. Il y a certains projets où des habitants se plaignent parce qu'ils voient, des rats ou parce qu'ils voient passer même un renard, hein, ça peut aussi gêner. Donc il y a une partie de communication aussi envers les habitants, par rapport à cette acceptation du sauvage. Il me semble que dans d'autres cas, ça fonctionne très bien. Le parc habité des Sécheries à Bègles, c'est quand même un quartier dans lequel on a cette sensation du sauvage et du non géré, qui était, quand on a rencontré les habitants, très très accepté. C'est plus une question de perception, à mon sens, que d'écologie et on peut y travailler par la pédagogie. Pour préciser que les supports de présentation de l'intervenant seront évidemment disponibles sur le site et les ressources du congrès, de même que cet atelier sera disponible en revisionnage, si je veux le dire en bon français. Est-ce que Adine Hector ou Sébastien Eus, vous avez des questions complémentaires pour Marc Barra? Non. Tout était comme d'habitude parfaitement clair et exposé. Merci pour Marc. Tout à fait, je suis d'accord. Et pour le coup, j'aurai quelques exemples qui font bien le lien avec ce que Marc a présenté.
Bon, très bien. Du coup, je vérifie qu'on n'a pas eu d'autres questions qui nous ont été remontées par notre modérateur pour mon écran pour être sûr de n'oublier personne. Personne pour le moment. N'hésitez pas à utiliser le chat, donc les petites bulles, pour faire vos commentaires. Et je vais maintenant passer la parole à Adinector en lui proposant, si ce n'est déjà fait, c'est déjà fait, de partager sa présentation et de nous dire ce qui se fait sur Strasbourg en termes d'intégration de la question du végétal, avec, on verra, des interactions, y compris avec l'animal. Mais enfin, la base, c'est le travail sur le végétal. À toi, Adine. Merci Gilles. Donc moi, je travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, les deux collectivités. Je suis en charge d'une équipe qui travaille sur la bonne prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le titre de ma présentation parle plus de végétation, mais l'idée, c'est bien de se servir de la question de la végétation comme un support et parler aussi de biodiversité derrière à travers la végétation, bien sûr, que l'on protège. Et on se pose beaucoup de questions. On est confronté à beaucoup de on est sur un territoire de l'Eurométropole de Strasbourg qui est très dense, très fortement bâti, avec beaucoup d'enjeux. Et on se pose la question, comme beaucoup de nos collègues, sur prendre en compte la végétation. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait si on veut vraiment avoir un territoire qui demain intègre mieux cet enjeu? Et par là derrière, effectivement, les questions aussi de biodiversité. Donc c'est vrai qu'on essaie d'agir sur deux volets distincts. Donc Marc, on a aussi un petit peu déjà introduit un peu le sujet, la question de la préservation de l'existant qui doit bien sûr être la première étape, et il ne faut surtout pas passer à côté. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord sur le principe. Le dire, c'est facile. Le faire, c'est autre chose. Quand on veut préserver l'existant, en fait, de quoi on parle? Comment on identifie l'existant? Comment est-ce qu'on arrive à le qualifier? Comment est-ce qu'on arrive éventuellement à le hiérarchiser dans les cas où il va falloir accepter qu'on ne va pas pouvoir tout garder? Donc c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe au quotidien et sur lesquels on a essayé un peu de mettre en place différentes méthodes et outils dont je vais vous parler. Et bien sûr, après, au-delà de la préservation de l'existant, tout l'enjeu, c'est bien sûr aussi d'essayer de renforcer la végétation présente sur le territoire et derrière cette végétation, les habitats, comme l'a dit Marc aussi, les espaces de pleine terre, les espaces végétalisés comme support pour toute vie animale et végétale sur le territoire. On a des renforcements qui, de plus en plus aujourd'hui, passent par les procédures de compensation, mais on souhaite sur le territoire de l'Eurométropole avoir aussi une démarche volontariste et de ne pas seulement compenser ce qui est coupé, mais d'essayer de végétaliser, de renforcer la surface de végétation à l'échelle du territoire. Dans les questions bien sûr sous-jacentes, c'est quand on parle de végétation, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des arbres, uniquement des arbres ou de tout espace végétalisé? Et pour quel service rendu? Donc quelle forme de végétation et sur quels espaces? Donc pour ça, on a travaillé sur la mise en place d'une méthode qu'on a appliquée sur 3 territoires distincts de l'Eurométropole avec des morphologies différentes, un quartier du centre-ville de Strasbourg, une commune de première couronne et une commune de deuxième couronne. Donc je vais vous présenter en prenant pour exemple le procédé sur une commune de première couronne. Ça passe pas. Toc. Donc on s'est dit quand on veut protéger la végétation, pourquoi on veut la protéger? Donc on s'est dit un des premiers enjeux qu'on identifie tous, c'est protéger la végétation pour un enjeu écologique. La végétation en termes d'habitat, pour la flore, pour les arbres, la végétation en termes d'habitat d'espèces aussi qui vont venir y trouver refuge et pouvoir réaliser leur cycle de vie. Donc on a eu un scénario plus avec cet enjeu écologique en se disant si on veut préserver la végétation la plus intéressante pour le fonctionnement écologique du territoire, comment est-ce qu'on s'y prend? On a essayé de regarder les données disponibles sur notre territoire. Donc on a la chance d'avoir une base de données faune-flore qui est gérée par l'Office des données naturalistes, ODONAT, qui nous permet d'avoir une certaine connaissance de la biodiversité, donc des espèces de flore, faune et faunge sur le territoire.
avec toujours l'alerte sur cette base de données qu'on est sur une base de données opportuniste et non exhaustive, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont remontées par les naturalistes, souvent bénévoles de notre territoire, qui fait on peut se retrouver avec des secteurs, et vous le voyez en l'occurrence sur l'écran, avec un secteur qui est noir de points avec donc de données naturalistes. Et voilà, et quand on connaît le territoire derrière, c'est pas sans questionner, parce qu'en fait, en soi, on n'est pas sur un territoire qui paraît si exceptionnel que ça. Et à l'opposé, on a des secteurs qu'on voit ressortir ici, donc une zone, une gravière, un plan d'eau et des zones arborées où par contre on n'a aucune donnée localisée sur ces emprises-là, alors qu'on est sur des vrais espaces aujourd'hui encore voilà, naturels ou semi-naturels. Mais ce sont peut-être des espaces qui sont moins accessibles ou qui ont voilà, tout simplement pas été visités par les naturalistes de notre territoire. Donc là où il y a des données, on est sûr qu'il y a des choses. Là où il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc c'est une donnée voilà, à manipuler avec précaution. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on a essayé de travailler, comme on l'avait déjà fait sur le territoire de la ville de Strasbourg, sur une modélisation basée sur la méthode des graphes paysagers, avec le logiciel Graphab, pour étudier le déplacement de l'écureuil roux, qui est une espèce qui est bien présente sur notre territoire. C'est une espèce qui est inféodée au milieu arboré. Donc là, ça nous permet d'avoir une information sur le fonctionnement écologique des habitats arborés de notre territoire. L'écureuil, il a besoin d'un habitat de 5000 m² de surface arborée. Ce sont les surfaces que vous voyez en vert, donc 5000 m² de surface arborée d'un seul tenant, et il peut se déplacer jusqu'à une distance de 3 km. Ça, ce sont des chiffres voilà, issus de publications scientifiques. Ce qui nous permet de visualiser à l'échelle de cette commune des espaces qui sont aujourd'hui bien végétalisés et qui voilà, qui seraient plutôt qu'on aurait plutôt besoin de préserver, et des espaces par contre en creux, déficitaires en végétation, dans lequel en fait, d'après cette modélisation, voilà, l'écureuil ne va pas y trouver son bonheur et ne veut pas s'y rendre. Entre les habitats, nous avons des traits qui sont donc les liens entre ces habitats, qui là, quand ils sont rouges, donc ce sont des liens qui ne sont pas forcément fonctionnels, et donc ça nous permet aussi d'identifier les endroits où on aurait besoin de renforcer la végétation pour qu'une espèce comme l'écureuil, mais derrière toutes les espèces, si on considère que voilà, l'écureuil est une espèce parapluie et représentante d'autres espèces, toutes les espèces pourraient se déplacer. Donc là, c'était un premier 10 mots d'analyse. La question, bien sûr, qu'on s'est posée très vite derrière, c'est très bien, on a fait ce travail sur les milieux arborés, mais quand on parle de végétation et d'habitat, ça serait intéressant de l'avoir aussi pour les autres sous-trames. Et donc, voilà, on va également creuser les questions des trames herbacées et trames milieux humides et aquatiques, avec un peu plus de complications pour ces éléments, pour ces sous-trames-là, sur une donnée d'occupation du sol qui est pour le coup moins précise. Mais c'est un sujet que l'on creuse. Le deuxième enjeu qu'on a identifié, c'est l'enjeu climatique. C'est un sujet qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Donc on s'est aussi dit, si on veut avoir un territoire plus résilient demain, qui s'adapte au changement climatique, où on sait que la végétation a sa place à jouer, comment est-ce qu'on s'y prend pour identifier les secteurs qui sont aujourd'hui voilà, déjà bien lotis ou moins bien lotis en termes de surface végétalisée. On a pour cela la chance d'accueillir au sein de l'Eurométropole une thèse CIFRE en la personne de Natalia Phillips, qui donc nous étudie cette thématique et donc nous a fourni des cartes d'îlots de chaleur urbains. Donc on arrive à avoir une information à l'échelle de notre territoire des lieux de surchauffe et des lieux qui sont plutôt des îlots de fraîcheur. On a réussi également à travailler sur une cartographie des LCZ, Local Climate Zone, qui sont en fait un zonage qui croise les données de morphologie urbaine, de présence de végétation, d'occupation du sol. Donc en fait, on va avoir une morphologie urbaine homogène quand on a une emprise au sol, une densité, une hauteur de bâti, une présence de végétation relativement constante. Et normalement, on s'attend à avoir une réponse climatique qui soit homogène dans ces secteurs de même LCZ. On a la chance également de bénéficier de données assez précises grâce à un lidar, de la hauteur de la végétation, et on est parti du postulat que plus la végétation est haute, plus elle a une surface de canopée conséquente et plus elle va pouvoir jouer un rôle conséquent dans la lutte contre les îlots de chaleur et fournir aux habitants des surfaces ombragées et plus fraîches. Le troisième enjeu, on est en milieu urbain. Marc l'a dit aussi, on ne peut pas dissocier les enjeux de préservation de la fonctionnalité écologique avec le besoin en offre de nature pour les citoyens. Donc on a souhaité aussi creuser un scénario
avec un enjeu cadre de vie. Donc on a pour cela également différentes données disponibles. On a bien sûr, ça apparaît pas à l'écran, croisé cela avec les données du foncier pour identifier les espaces publics et nos espaces verts déjà existants. On a une cartographie que vous voyez en haut à droite sur la distance aux espaces verts où on peut identifier les espaces qui sont à proximité immédiate ou trop éloignés d'espaces verts. Et on a croisé cela avec voilà, de l'occupation du sol, des données du plan local d'urbanisme pour identifier les zones, les petits carrés gris que vous voyez, ce sont les zones en déficit de végétation. Donc ce sont les secteurs qu'on identifierait pour là surtout essayer de renforcer le maillage végétalisé. L'idée étant, une fois qu'on a fait appliqué cette méthode et qu'on a croisé ces 3 enjeux, d'identifier les secteurs avec une présence de végétation qui rendent service pour les 3 enjeux identifiés, ou pour l'un ou pour l'autre, sachant que par exemple dans l'enjeu cadre de vie, des espaces herbacés vont avoir aussi tout leur intérêt pour des usages pour les habitants, alors qu'ils vont peut-être rendre moins de services sur peut-être un enjeu climatique. Derrière, la traduction pour leur préservation, l'utilisation d'outils va se décliner et va être différente. Et quand on parle d'outils, le premier outil auquel on pense, c'est le plan local d'urbanisme. On a un plan local d'urbanisme sur les 33 communes de l'Eurométropole en vigueur depuis début 2017 et on a eu une attention très particulière dans ce PLU à avoir une approche très transversale à travers toutes les pièces du document de la thématique de la biodiversité, de la végétalisation à travers l'entête trame verte et bleue. On a dans le rapport de présentation l'identification des principaux enjeux à l'échelle de notre territoire, qu'on décline dans le projet d'aménagement et de développement durable par des objectifs. L'idée, c'est vraiment de comprendre la cohérence des espaces qu'on protège et pourquoi on les protège et quel rôle ils ont à jouer. Et bien sûr, on arrive sur le volet opérationnel derrière avec un règlement graphique, une première carte que vous voyez où tous les espaces jaunes et verts, ce sont les espaces agricoles et naturels non constructibles ou très légèrement constructibles sur le territoire, où quand on regarde cette carte, on fait très bien le lien avec les cartes précédentes et on identifie les mêmes secteurs à préserver dans le plan de zonage. Et bien sûr, la déclinaison en outils opérationnels, là, sur le règlement graphique, les surtramages qui vont venir protéger des éléments précis. Pour zoomer sur ces outils du surtramage, il y a tout un panel d'outils mobilisables. On a fait le choix pour le PLU de l'Eurométropole d'en mobiliser certains d'entre eux qui nous paraissaient pertinents en fonction des enjeux du territoire. En faisant la distinction entre les espaces naturels à préserver avec vraiment une nécessité de préservation du fonctionnement écologique et des espaces des fois qui vont être plus en milieu urbain, plus déconnectés, qui ont aussi leur rôle à jouer, mais des fois avec une souplesse à laisser à certains aménagements. Pour les espaces écologiquement les plus sensibles, on a des marges de recul le long de tous les cours d'eau du territoire, avec des largeurs qui varient entre 6 mètres et 30 mètres de large. Donc, c'est le tiers rose que vous voyez. Dans ces marges de recul, on est en zone inconstructible stricte qui nous permet de préserver voilà, les berges d'un cours d'eau, la ripisylve attenante et d'éviter toute artificialisation. Vient se coupler sur l'exemple que vous voyez, à cette marge de recul, un outil qui s'appelle éléments participants en continuité écologique. Donc, ce sont les petits points verts qui identifient là la ripisylve le long du cours d'eau avec là une protection stricte et une interdiction de toute coupe dans cet espace, à l'exception de coupes pour des raisons sécuritaires, bien sûr, ou pour des améliorations écologiques. On a également cette trame utilisée sur des ensembles végétalisés de surface assez conséquente. Là, vous avez l'exemple aussi sur la partie droite. On est sur un ouvrage militaire, un fort qui est largement végétalisé et qui est également, pour le coup, protégé au niveau de sa végétation. Pour le milieu urbain, on a souhaité quand même protéger la végétation, donc notamment dans les cœurs d'îlots, comme vous le voyez sur le haut de la carte, avec un outil qui s'appelle espace planté à conserver ou à créer, qui donc protège l'état végétalisé du site tout en permettant des aménagements à la marge en faveur d'aménagements d'espaces publics, mais aussi pour des aménagements ponctuels dans les jardins. À ces outils viennent bien sûr s'ajouter des outils comme les arbres isolés, des alignements, les protections des jardins de devant, quand les typologies de quartier le permettent.
et bien sûr un règlement écrit, avec notamment un article 13 qui énonce les règles applicables sur les espaces libres, qui vient également ajouter pour le coup, des pourcentages d'espaces de pleine terre à préserver en fonction du type de zonage, un nombre d'arbres à planter en fonction d'un nombre de stationnements sur des places de parking ou en fonction d'une surface de terrain disponible. Et c'est vraiment l'ensemble de ces outils qui, voilà, tous ensemble, en fait, permet d'avoir une bonne protection, une vraie protection et d'être le plus efficace. À ces outils qui sont plus réglementaires et quantitatifs, on a ajouté un outil qui relève plus du qualitatif. Donc une orientation d'aménagement et de programmation trame verte et bleue, qui a une cartographie qui se veut quand même assez précise. Alors on n'est pas au niveau du règlement graphique, mais on est quasiment sur une identification parcellaire quand même, avec un certain nombre d'orientations et de préconisations. Et Marc l'a effectivement dit sur l'utilité, enfin le fait indispensable de préserver l'existant. On a de cette orientation d'aménagement et de programmation effectivement mis qu'on souhaitait que les éléments existants soient préservés, voire enrichis dans le cadre d'un aménagement où on va venir poser le bâti là où on n'avait peut-être pas des éléments végétalisés existants. Comme Marc l'a dit également, diversifier les strates, les plantations. Donc là, c'est pareil, on incite vraiment à avoir des espaces plantés avec les 3 strates et non pas des espaces avec uniquement de l'herbacée ou quelques arbres disséminés. Travailler sur la question des lisières et des reculs, pas finalement faire porter à la végétation, pas reprocher à la végétation d'être trop proche du bâti, mais plutôt de s'assurer que le bâti soit en recul nécessaire à un bon développement de la végétation avec des zones de lisière et de transition avec peut-être une végétation plus basse, mais qui permettent voilà, de ne pas poser de problème sur le long terme avec des branches qui viendraient trop près des façades ou dans les jardins. Nous faisons le lien également avec notre guide planton local où nous demandons et préconisons à ce que les espaces végétalisés tiennent compte de cet enjeu et privilégient les essences locales. Il faut aller rapidement Il faut que sur les il faut que derniers. j'accélère. Voilà. Et il y en a effectivement des préconisations clôture également, que je n'ai pas illustrées, mais qui sont présentes dans cette OAP. Pour prendre un exemple concret, vous avez à l'écran un projet d'aménagement. Vous avez en haut à gauche une photo aérienne du site. En fait, on a un cours d'eau qui contourne ce site et on a un projet d'implantation d'une école dans l'espace qu'on peut considérer, en tout cas qui a été considéré comme libre au milieu, un espace herbacé. On a sur ce site, pareil pour faire le lien avec les propos de Marc, voilà, une démarche qui a été posée. On a associé un bureau d'études avec un diagnostic. Donc on dispose d'un diagnostic écologique. Donc on a une carte qui identifie qu'effectivement les éléments arborés ont un enjeu présente un enjeu majeur écologiquement sur le site. Ce diagnostic, il a été intégré au plan guide que vous voyez dessous, avec des principes de préservation de la végétation existante et des principes de renforcement de la végétation. Et en haut à droite, vous avez ce qu'on a dans le PLU sur ce secteur, avec donc une marge de recul et un emplacement réservé qui vient protéger la végétation de la berge. Et là, très vite, on s'est rendu compte que quand on superpose cet outil sur la réalité du terrain et sur les arbres existants, on protège bien, on identifie bien les arbres à protéger et ils sont bien pour le coup localisés dans la marge de recul. Par contre, en fait, on est sur des platanes plus que cinquantenaires, voire centenaires sur ce site. Et on le voit sur cette photo, quand on dessine en fait le houppier des arbres, on a des houppiers qui dépassent complètement le périmètre de la marge de recul, alors qu'en fait, le PLU nous autoriserait à venir construire jusqu'à ras du pointillé de la marge de recul. Si on fait ça, on vient clairement taper dans les branches des arbres au niveau aérien, dans les racines des arbres au niveau souterrain. Donc, on a essayé là, pour le coup, de travailler, voilà, d'aller un peu plus loin. Et ce projet a vraiment été accompagné de très près sur la prise en compte de ces arbres. Et on a délimité une emprise bâtie qui s'est finalement reculée de la surface de la couronne des arbres. Ce site n'est pas encore, le chantier n'a pas démarré, mais on a un chantier à proximité immédiate qui a démarré la semaine dernière. Et là, c'est pour le coup, ça me faisait la transition et Marc l'a cité aussi. On associe un écologue en amont pour le diagnostic, c'est bien. Et dans quelle mesure il ne faut pas associer l'écologue aussi sur la phase opérationnelle, parce que dans le cas présent, on a eu donc une intervention sur le chantier et une entreprise qui est intervenue malgré toutes les alertes et toutes les préconisations qui avaient été fournies par l'écologue et qui est venu et qui a créé une énorme tranchée parce qu'il avait besoin d'accéder à proximité des bâtiments pour les démolir.
avec une largeur et une épaisseur qui n'étaient pas dans le cahier des charges, et des arbres qui auraient dû être préservés, qui ont malheureusement été soit abîmés par le passage des engins, soit même complètement coupés. Et là, on se dit que si l'écologue avait été sur le site pendant cette opération, on aurait peut-être pu éviter malheureusement voilà, ce massacre. La dernière démarche dont je voulais parler, ça défile plus, ça arrive. C'est qu'on fait tout ce qu'on peut effectivement pour préserver la végétation existante. Il y a quand même des fois où on ne peut pas, où les contraintes en fait du site, ou l'état des fois aussi de la végétation et l'état sanitaire des arbres nous impose de les couper. On a essayé de travailler sur une meilleure prise en compte de la biodiversité. Ces arbres coupés présentant pour certains d'entre eux des fois des intérêts voilà, écologiques, sont des fois support de nid et présentent aussi des fois des cavités en faveur des chauves-souris. On a essayé de travailler sur un calendrier. On s'est rendu compte qu'en fait, les aménageurs avaient bien en tête les calendriers des espèces, notamment la question des oiseaux, et de dire qu'au printemps et l'été, effectivement, ne pas intervenir sur les arbres, c'est normal parce qu'on est en période de nidification. Et ces personnes n'avaient pas forcément en tête que quand on veut considérer l'ensemble des espèces, ben, par exemple, dans le cas des arbres, on a aussi des chauves-souris. Et si on colle le calendrier voilà, phénologique et de vie de des espèces de chauves-souris, en fait, on se rend compte que les espèces de chauves-souris peuvent être présentes dans les arbres l'hiver en hibernation, l'été en période de mise bas et de nurserie, et également sur les saisons transitoires en transit, et que finalement on a une grosse période de sensibilité l'été et qu'il faut absolument éviter cette période pour les coupes des arbres. On a pour cela donc travaillé sur ce calendrier et on l'a accompagné d'un protocole qu'on a inscrit dans une charte qui a été votée dans notre conseil municipal et conseil de l'Eurométropole, qui indique en fait aux porteurs de projets comment prendre en compte cet enjeu avec un diagnostic visuel simple qui peut être fait en soi par toute personne ayant une paire de jumelles et sachant repérer des cavités. Et dans le cas où on a des cavités, aller jusqu'à un diagnostic plus poussé avec une inspection des cavités, avec des études éventuellement en sortie de gîte, les procédures bien sûr réglementaires à mettre en place, et ensuite un abattage sécurisé où là la question de l'intervention de l'écologue à toutes les phases intervient de nouveau, où il faut absolument se faire accompagner sur ces opérations d'abattage par un écologue en cas de découverte, même si cela n'avait pas été passé inaperçu avant, en cas de découverte d'espèces malheureusement dans les cavités. J'ai un peu accéléré sur la fin, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adine. Je rappelle à celles et ceux qui nous ont rejoints qu'ils peuvent poser leurs questions via le chat, la petite fenêtre avec les discussions, pour nos intervenants et intervenantes. Et donc, notamment, une question qui arrive, c'est comment ça se passe? Là, on voit qu'il y a un aspect réglementaire sur lequel vous avez une expertise préalable en interne et avec vos partenaires, une modélisation, que ça se traduit dans des documents réglementaires. Néanmoins, pour qu'il n'y ait pas d'un côté la réglementation, puis de l'autre côté des aménageurs ou des bureaux d'études ou des entreprises qui sont un peu démunis face à cette réglementation, il y a cette charte. Mais comment ça se passe, le dialogue avec les aménageurs, nous demande Marc, il pourra compléter si nécessaire, pour faire ça. Moi, je compléterai. Comment est-ce que vous faites, en tant que service métropolitain, un travail alors je ne vais pas dire de formation, mais de dialogue pour aller faire porter et comprendre à vos acteurs publics et privés du territoire les préconisations, les bonnes pratiques. Et puis, troisième volet, comment ça se passe avec les usagers, que ce soit des habitants ou des commerçants pour des zones commerciales, comment ce volet-là est abordé avec eux. Ça fait Alors, beaucoup de questions. pour le coup, c'est un travail constant et quotidien. Et voilà, c'est vrai qu'on est voilà, une petite équipe qui a en charge cette prise en compte des enjeux écologiques. C'est un accompagnement constant et de tous les acteurs qui ont été cités. On a une modification du PLU qui a été élaborée et qui vient de rentrer en vigueur cet été, qui porte plus loin le volet bioclimatique avec un coefficient de végétalisation
qui a été inscrit. Ça a été toute une discussion en amont de l'inscription sous forme de règles dans le PLU. On a réuni les différents aménageurs, on a discuté avec eux, on a pris des cas concrets, des exemples pour voir ce qui était possible de faire ou pas, jusqu'où on pouvait pousser le curseur. Après, bien sûr, la décision finale, elle revient voilà, à la collectivité et on a trouvé, on pense, un compromis entre un niveau suffisamment ambitieux pour l'enjeu de préservation, tout en permettant quand même et en ne bloquant pas l'aménagement du territoire demain. Ça a été dit aussi, un gros enjeu de lutte contre l'artificialisation du territoire, d'essayer de reconstruire la ville sur la ville. Quand on reconstruit la ville sur la ville, on tape aussi dans des espaces végétalisés en milieu urbain, qui pour autant ont un rôle aussi à jouer écologiquement, qui apportent, voilà, on l'a dit aussi, plein de services en termes de cadre de vie, pour le climat, pour les habitants. Donc il faut voir, voilà, comment c'est tout des questions, il y a des questions de compromis et c'est jusqu'où, voilà, c'est des questions de jauge et d'équilibre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la formation et de la pédagogie de manière permanente. Ce qu'on remarque globalement, c'est qu'on a on a des fois, dans un premier temps, une levée de bouclier en disant que c'est pas possible et quand on a un terrain et qu'on a quelques espaces à préserver, quelques arbres qu'on identifie en disant: «Non, non, ceux-là, vous allez pas les couper» et qu'on vient grever des fois, la moitié de la surface constructible. Bien sûr, c'est compliqué à faire passer, mais c'est dans la négociation et il y a quand même beaucoup de choses qu'on arrive à retravailler. L'enjeu premier étant d'être le plus en amont possible et d'identifier ces enjeux avant de démarrer. Quand on en est et qu'on a un permis qui est déposé ou qu'on a déjà, un aménageur effectivement qui vient nous voir avec des plans, des super vues 3D et quand ces principes n'ont pas été pris en compte, c'est très, très dur après on rame beaucoup pour le coup là pour revenir en arrière. Donc on essaie vraiment d'expliquer l'intérêt de l'anticipation. Les diagnostics écologiques, c'est sur 1 an qu'il faut faire les diagnostics écologiques pour couvrir toutes les saisons. Quand on s'en rend compte au moment où on veut déposer le permis, c'est trop tard. Donc voilà, l'anticipation, pour ça, il faut de l'accompagnement, de la sensibilisation. Donc on accompagne les acteurs de notre territoire, aménageurs, les services aussi, de la collectivité. On est aussi une collectivité qui aménage, les services de la collectivité, le grand public. On a des sessions de formation, on a des guides qu'on édite aussi qui sont téléchargeables en ligne. Et on voit que ça rentre quand même, c'est le côté, voilà, positif. On a de plus en plus de projets qui nous parviennent avec, ces enjeux identifiés et pris en compte et on a quelques mauvais élèves, qui, voilà, ne veulent pas comprendre ou ne font pas d'efforts, qui nous font passer un peu plus de temps sur les projets mais voilà, il faut de la persévérance aussi et pas lâcher. Dernière question, là, avec le recul, est-ce que tu constates une évolution de ces perceptions par l'ensemble des acteurs au cours de la décennie écoulée ou est-ce que ça reste encore très marginal? Non, il y a une évolution qui est conséquente, que ça soit par les professionnels ou par les habitants. Aujourd'hui, on a une levée de bouclier pour chaque abattage d'arbres, à chaque fois qu'on a un projet qui vient impacter un espace vert. Là où il y a encore, quelques années, on était, quelques-uns dans les services à essayer de défendre ces espaces végétalisés et on était entendus de personne. Là, aujourd'hui, il y a une sensibilité globale acquise de tous. Là où on essaye, c'est un peu notre nouveau sujet. Les arbres, c'est acquis, la protection des arbres, l'intérêt de les prendre en compte pour tous les services rendus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intégré et là, voilà, notre nouveau cheval de bataille, c'est d'essayer de travailler sur les espaces herbacés où là, pour le coup, on a plus de mal à faire comprendre qu'un espace, en friche, en prairie, même des fois en pelouse, peut avoir un énorme intérêt, écologique et qu'il ne faut pas forcément le viser pour, de la constru il ne faut pas le considérer comme libre, sans usage et sans fonction et qu'il a également son rôle, à jouer et voilà, donc là, il faut vraiment qu'on arrive à aussi faire passer maintenant ce message parce qu'on nous propose de construire sur ces espaces, de mettre du nourricier, parce qu'on a une grosse volonté de faire du nourricier, de mettre du photovoltaïque et voilà. La valeur des espaces prairiaux est encore là, le message est encore à faire passer. Merci beaucoup. Je vais te demander de cesser le partage de ta présentation et je vais inviter Sébastien Heus, qui est architecte paysagiste, au bureau. J'ai oublié mes notes, mais je vais les retrouver. Artère, voilà, excuse-moi. D'enchaîner avec, là, pour le coup, le regard de celui qui souvent répond à une commande ou propose des solutions à un client. Donc, ça va bien compléter le regard de l'expert externe, l'écologue que nous a donné Marc Barra, le regard du service de la collectivité et finalement l'autorité réglementaire qui donne les règles du jeu
avec Adine Hector, et puis le professionnel confronté, y compris à une autre forme de réel, que tu es, Sébastien. Donc, à toi de nous dire comment ça se passe, et puis comment ça se passe à Bruxelles, qui est votre terrain de jeu privilégié, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Vous voyez bien la présentation? Oui, l'idéal, ce Ok. serait de cliquer sur masquer, petite chose masquée pour qu'on voit complètement ta Oui, présentation. parfait. Voilà, c'est tout. Et j'en profite pour vous dire que vous avez un petit bouton pour agrandir ou pas l'écran, les petites deux flèches dans le coin inférieur droit pour pouvoir mieux voir la présentation de Sébastien. Je te laisse continuer. Voilà, merci Gilles. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de suivre ensemble ce webinaire. J'espère que ça pourra surtout faire résonner les prochains projets d'architecture et de paysage à venir. Alors, comme mentionné par Gilles, j'ai en effet une double casquette. Je suis architecte du paysage. J'enseigne aussi à l'université à Bruxelles et à Liège pour des futurs paysagistes. Je suis franco-belge, donc ça ne sert à rien dans le chat de me narguer avec le match de hier soir parce que j'étais content dans les deux cas. Donc voilà, je précise, je ne suis pas architecte, mais on travaille pour essayer d'améliorer, dans une partie en tout cas de notre domaine, d'améliorer des projets d'architecture avec plus ou moins de marge de manœuvre selon ce qu'on nous laisse faire ou selon le timing dans lequel on est incorporé aussi dans les différentes missions. Et c'est vrai, d'où l'intérêt ici de croiser un petit peu les trois regards à travers ces trois présentations. Voilà, alors donc je travaille dans une agence depuis une petite quinzaine d'années, depuis voilà, fin des années 2000, qui s'appelle Arter Architects. C'est une agence qui avant était un bureau uniquement d'architecture et qui a choisi de se réorienter vraiment en une structure un petit peu plus pluridisciplinaire, en voyant surtout l'évolution des métiers du paysage. Et donc, cette structure s'est axée autour de trois départements, un département d'architecture, un de restauration en patrimoine et un d'aménagement du paysage, avec une trentaine de collaborateurs. Et je parlais de repositionnement parce que c'est justement à l'occasion de l'ouverture de ces départements, que l'agence a entamé une réflexion sur le fait d'intégrer automatiquement en amont de chaque projet deux pôles, un pôle environnement et un pôle recherche, donc c'est ce qui forme au total l'acronyme d'Arter. Mais l'objectif, c'était surtout, comme l'évoquait Marc en première présentation, c'est d'arriver à atteindre cet accompagnement vraiment en amont et une évaluation après tout au long du projet jusqu'en aval de la réalisation de la composante environnementale et donc du volet biodiversité de chacun de nos projets. Alors, d'un autre côté, ça nous permet aussi de développer à chaque fois des aspects de recherche et de formation continue sur les projets. Et donc, on travaille vraiment en lien assez important et continu avec différentes universités belges. On a des chercheurs notamment qui sont, eux, intégrés au bureau. Voilà, je vous montre un exemple ici. On a une chercheuse de Louvain qui travaille spécifiquement sur la question des nouveaux matériaux, de nouveaux produits écologiques ou durables en faisant du testing. Ici, sur la photo, c'est un projet d'école qu'on a réalisé à Bruxelles où les revêtements des chemins techniques en toiture qui permettent d'entretenir les toitures vertes réalisées, ces chemins sont réalisés en sol souple à partir de broyades de semelles d'anciens stocks de baskets de sport, par exemple, ou des panneaux de façade qui peuvent jouer avec la lumière et plus ou moins la réfléchir selon l'ensoleillement. Donc voilà, ça permet de vraiment faire des recherches sur certains matériaux. Et on dispose aussi d'architectes qui sont spécialisés vraiment dans la question du développement et dans la maîtrise des outils comme Totem, donc pour l'évaluation des performances environnementales ou de l'empreinte écologique des matériaux de construction pour la construction durable. Alors, donc, comme on mêle un petit peu toutes les disciplines, ça nous permet de parfois faire des projets qui sont vraiment transversaux, où on fait de la restauration du patrimoine, comme au centre ici, vous avez un pavillon classé et des jardins qui étaient classés, de proposer en même temps les projets d'espace public ou de rénovation architecturale de bureaux. Donc voilà, ça permet vraiment d'être un petit peu multi-acteur pour certains projets. Bon, assez parlé du bureau ici. Le but, c'est surtout de parler biodiversité ensemble et spécialement du bâti. Donc voilà, j'ai choisi de vous présenter la thématique à partir d'une lecture un petit peu comparative de trois de nos projets. Il y aura parfois d'autres exemples qui viennent un petit peu appuyer le discours, mais
ces 3 projets qui incarnent en matière de biodiversité ce qu'on a pu faire dans le passé et les erreurs que l'on a commises, ce qu'on a fait récemment avec certaines améliorations, mais des projets qui sont certainement pas encore parfaits, et puis ce qu'on envisage de faire demain dans nos nouveaux projets, et donc à chaque fois de faire une lecture croisée de certains thèmes et de voir comment on a pu évoluer dans nos pratiques pour essayer d'améliorer les choses. Alors c'est clairement pas des exemples à vendre ou qui sont parfaits. L'intérêt, c'est surtout de montrer un petit peu l'évolution qui commence à être entamée au niveau des architectes par rapport aux pratiques dans le développement des bâtiments ces dernières années. Donc le premier projet, c'est un projet vraiment dans le sud-ouest de Bruxelles, qui est une très grande école passive. C'est à peu près une école pour 800 élèves, l'âge maternel et primaire, donc entre 3 et 12 ans. Couplé aussi au développement d'une salle sportive et de tous des abords paysagers avec des espaces de potager collectifs, que ce soit pour l'école ou aussi à destination du quartier. Alors à l'époque, c'est intéressant, c'est un bâtiment qui a été conçu il y a 10 ans. Et les performances énergétiques de l'époque étaient remarquables. C'était un bâtiment qui était quasi proche du zéro énergie au niveau de la consommation. Lui ont valu le label bâtiment exemplaire bruxellois. Mais c'est intéressant, et Marc l'évoquait aussi, mais de se dire que finalement, on a obtenu ce label il y a 10 ans, mais un label qui était attribué vraiment avec comme objectif principal la performance énergétique d'un bâtiment et très peu au final la prise en compte de volets autres au niveau environnemental et certainement pas de la biodiversité. Quand on regarde maintenant, nous, 10 ans après cette réalisation, on se dit que justement au niveau biodiversité, c'est certainement pas un bon exemple. On aurait pu améliorer énormément de choses. Alors entre-temps, Bruxelles a aussi évolué dans sa labellisation de bâtiments durables et a intégré petit à petit d'autres composantes environnementales comme la récupération, la circularité, la gestion de chantiers exemplaires. Mais ce n'est que très récemment que vraiment l'intérêt biodiversité est aussi intégré à la labellisation bâtiment exemplaire. Alors, Bruxelles était, au niveau énergétique, ça a toujours été une ville qui a été peut-être un petit peu en avance sur ce point spécifique-là par rapport à d'autres grandes villes européennes, avec vraiment un nombre au mètre carré de bâtiments exemplaires énergétiquement plus important, mais par contre moins en termes de biodiversité. Le deuxième projet, c'est un projet qui, lui, vient d'être achevé et qui abrite de manière un petit peu particulière, il faut bien l'avouer, qui abrite les jardiniers et des équipes de techniciens et de gardiens de Bruxelles Environnement. C'est l'agence régionale qui gère les grands parcs et espaces verts de Bruxelles, autour du jardin botanique au centre de Bruxelles. C'est aussi un bâtiment passif, comme le précédent que vous avez vu, et donc qui a été achevé un petit peu avant les vacances d'été. Et puis le troisième projet que vous avez ici à l'écran, ça c'est un grand parking de dissuasion, donc qui est situé en entrée de ville à Bruxelles pour obliger vraiment, ou inciter en tout cas une mobilité multimodale dès qu'on entre dans la capitale et de changer de transport en laissant la voiture sur place. Donc cet espace de parking, il est couplé à un parc public qui lui intègre vraiment la gestion complète des eaux du bâtiment dans la continuité du parcours d'une vallée du Geleitsbeek, c'est le nom compliqué en néerlandais d'un ruisseau bruxellois, mais qui est réouvert progressivement et dont la réouverture va être réalisée aussi dans le projet. Alors comme ça, au premier coup d'œil, on n'a pas vraiment l'impression qu'on voit des évolutions en matière de biodiversité dans ce bâtiment, mais justement, je vous propose, en parcourant les thématiques ensemble, que l'on voit comment cette réalisation-là est aujourd'hui peut-être vraiment ce que l'on fait de mieux, en tout cas au sein du bureau. La première thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la question des toitures vertes. Donc, on le voit ici par rapport au développement de toitures végétalisées. Le projet Trèfle, le premier, donc on prend la lecture il y a 10 ans, représente ici presque plus de 5000 m² de toitures végétalisées qui ont été développées en suivant un petit peu les différents anneaux de l'école, mais tous parfaitement planes au niveau des surfaces, donc tout à fait à l'horizontale. Le système, à l'époque, c'est vraiment tout ce qu'il y avait de plus classique en matière de construction de toitures vertes, avec un traitement uniforme au niveau du substrat, un substrat commercial d'origine minérale,
une uniformité aussi au niveau de l'épaisseur. On était dans des surfaces à peu près entre 8 et 12 cm. Une uniformité aussi au niveau de la couverture végétale, avec principalement des plaques et des mélanges précultivés des quelques variétés de sédum indigènes en Belgique, ou quelques compléments horticoles, parfois 2-3 graminées qui apparaissent spontanément, mais vraiment rien d'exceptionnel au niveau de la réalisation. Mais pourtant, il y a 10 ans, c'était déjà une avancée. Il fallait être fortement persuasif au niveau du rôle de l'architecte paysagiste pour arriver à convaincre la collectivité de quand même mettre un surcoût pour développer une dalle de toiture plus costaude, pour permettre d'augmenter un petit peu cette épaisseur de substrat et de pouvoir aussi laisser la place à un développement de ces quelques graminées en plus des dalles précultivées dans un système qui se rapprochait à l'époque peut-être du semi-extensif. Mais clairement, la toiture, elle a été traitée vraiment de manière homogène et aujourd'hui, on peut certainement faire beaucoup mieux en matière de biodiversité. Donc, la première évolution que l'on a réalisée dans nos projets, c'est par exemple celui du bâtiment botanique. Nous avons tenté là d'améliorer les choses en modifiant 2 aspects au niveau de notre conception. La première, vous le voyez directement, c'était de varier à la fois l'exposition, et donc en ne travaillant plus nécessairement sur l'horizontalité, mais en se disant on va travailler avec des différences de courbure de la toiture pour avoir des expositions qui puissent varier. Et la deuxième, c'est sur la variation des épaisseurs du substrat. Donc, comme vous le voyez sur la coupe en bas à droite de l'image, on a en fait enveloppé le bâtiment avec une couverture végétale courbée et qui passait progressivement d'une épaisseur de 15 à 20 cm de substrat, qui est un système aussi semi-intensif dans la partie haute du bâtiment, à des épaisseurs qui deviennent nettement plus importantes en bas de toiture, jusqu'à 60 à 80 cm. Et donc, on se rapprochait plutôt d'un système intensif. Le volume trapézoïdal, qui lui est à l'arrière-plan de la coupe, comportait lui une toiture plutôt de type extensive, avec un ensemble de boutures. Et donc l'idée, c'était vraiment donc sur la même toiture, sur la même proposition, de développer différents niveaux et épaisseurs de substrat qui permettent d'avoir vraiment aussi l'installation d'un profil de végétalisation qui passe de l'extensif à l'intensif. On cherchait aussi à faire varier les expositions à l'ensoleillement et au vent avec cette courbure de toiture qui offre du coup des situations qui sont plutôt planes en hauteur ou en bas et qui vont jusqu'à des pentes assez marquées à 40 degrés sur la mi-hauteur du bâtiment avec tous les intermédiaires au niveau des pentes. Les plantations viennent d'être terminées. Mais on a cherché d'apporter vraiment plus de diversité dans leur développement par les différentes variables qui ont été prises en compte et surtout aussi par le fait de planter beaucoup moins densément la toiture et donc de laisser une certaine place au développement spontané d'espèces végétales sur la toiture. Mais demain, je pense qu'il y a encore moyen de faire vraiment mieux aussi au niveau de la diversité. Et donc là, par rapport au projet du parking stall, on cherche à rajouter une 3e variable dans le développement de nos systèmes de végétalisation de toiture. Et cette variable, c'est la composition du substrat. Les 2 projets précédents travaillaient malheureusement encore à l'époque uniquement avec une sélection de substrats plutôt commerciaux, minéraux, importés la plupart du temps et assez uniformes. Ici, pour le projet du parking stall, l'idée, c'était vraiment de mettre en place en fait, un système de testing de différents substrats sur la toiture en changeant des paramètres en fonction de la division que vous voyez ici de 1 à 6, les grands rectangles rouges. Et on fait varier pour chaque parcelle la composition du substrat, le pH, sa teneur en éléments nutritifs, sa capacité de rétention en eau, mais aussi pour certaines parcelles, et c'est dans la continuité de ce que présentait Marc, c'est de travailler aussi avec une partie de substrat récupéré sur les terres en place, là où va être implanté le nouveau volume de parking. Et donc de conserver à partir de là les qualités de la banque de graines en place, et aussi de travailler avec des exports de fauches qui viendront alimenter une partie des parcelles, fauches qui sont récupérées justement dans les habitats proches au niveau de la vallée du ruisseau qui serpente juste à côté. Donc l'objectif, c'était vraiment de profiter de cette banque de graines locale déjà présente
Et cette procédure, pour notre bureau, ben, elle est encore un peu expérimentale et on n'est pas vraiment formé comme architecte, d'où vraiment la nécessité aussi d'avoir cet accompagnement en avant des équipes d'écologues qui elles-mêmes ben, peuvent coupler des projets d'études au niveau universitaire pour suivre le développement, de voir ce qui réussit, quel substrat est peut-être mieux adapté, dans quel type de parcelle on obtient le meilleur taux de biodiversité, et justement alors de faire après réalisation des modifications pour augmenter et renforcer ce développement de biodiversité. On voit une autre thématique, c'est la thématique de la végétalisation, cette fois verticale, vraiment en façade. Donc, dans les 2 premiers projets, que ce soit l'école ou le bâtiment botanique, on avait chaque fois à l'époque mis beaucoup d'énergie à essayer de vouloir emballer les volumes architecturaux dans des couvertures végétales importantes avec des pentes prononcées. Alors certes, bah, la végétalisation verticale intensive des façades, elle présente tout un tas d'avantages au niveau de l'isolation thermique, acoustique, phonique, la qualité de l'air, la fraîcheur. Mais c'est vrai que sous cette forme-là, en tout cas avec des systèmes de type feutrine, caissons précultivés, de gabionnage de mousse, de sphaigne, etc. Ce sont des systèmes qui sont très souvent malheureusement tributaires d'une gestion assez lourde, d'un apport anthropique complémentaires d'eau, de nutriments et des remplacements annuels nécessaires avec un coût en plus total qui est assez élevé. Et malheureusement, la plupart du temps, les espèces ils sont plutôt en condition de survie qu'autre chose. Donc maintenant, dans nos projets, le travail, il est surtout, une fois qu'on met tout dans la balance, sur une préférence à tourner nos systèmes de végétalisation verticale de manière beaucoup plus low-tech et raisonnée, avec des plantations devant le bâtiment, en pleine terre, en façade, avec le choix de bonnes grimpantes adaptées, indigènes. À Bruxelles, c'est le chèvrefeuille, la clématite, le lierre, le houblon, certaines espèces de vesses, par exemple, et avec des supports qui eux-mêmes ont des coûts relatifs dérisoires lorsqu'ils sont nécessaires. C'est clairement maintenant une orientation que l'on prend systématiquement et qui apporte une solution qui est nettement plus durable et tout aussi porteuse, voire plus, en matière de biodiversité. Mais là où on a une difficulté, plutôt cette fois en tant qu'aménageur ou en tant qu'architecte, c'est que le résultat prend du temps. Il faut clairement laisser place à ce temps, accepter surtout l'idée de sortir d'un rendu immédiat qui est pourtant très souvent désiré par les clients, parfois par les développeurs, parfois par les collectivités aussi. Et donc, ben, voilà, ici, dans le cas du parking salle, on va devoir sans doute attendre quand même longtemps avant de voir les mailles qui sont recouvertes au niveau des raies par les grimpantes. Mais au final, qui est si pressé pour atteindre ce développement de biodiversité si c'est le résultat qui compte au final? Et donc, en développement pendant plusieurs années des projets de parc. À chaque fois, on voyait ici, en passant à droite devant le projet de B612 associé, on voit que c'est pendant plusieurs années que le développement de ces plantes grimpantes s'est produit, mais au final, il atteint un bâtiment de volume R+3 en quelques années, et la couverture, voilà, d'ici 1 ou 2 ans, sera sans doute quasi totale. Et au final, pour un système qui a été très simple, très peu coûteux et parfaitement efficace. Une troisième thématique que je voulais aborder, c'est celle de la gestion des eaux. Donc, le potentiel de biodiversité à travers de la gestion des eaux de pluie d'un bâtiment, il est énorme. Dans le cas du projet Trèfle, à l'époque, on avait développé un système qui était vraiment uniquement basé sur la notion de contrainte et de récupération. Et donc, l'eau en toiture, elle était récoltée sur l'entièreté de la surface, soit sous le substrat, soit en dessous d'une structure que vous voyez en haut à droite, qui est une structure en trèfle pour l'école des trèfles. Bon, on ne s'était pas trop foulé sur le concept architectural, et qui ramène, elle, l'eau de pluie vers des citernes enterrées sous le volume de l'école. Et ces citernes, elles, permettent d'alimenter les toilettes de l'école
Je me souviens à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était de nouveau un combat pour faire accepter un système comme ça d'alimentation des toilettes, où on voyait les parents d'élèves qui étaient extrêmement frileux de se dire tiens, mais pourquoi l'eau est si brunâtre dans les toilettes, c'est sale, c'est pas hygiénique. Et on voit que les mentalités quand même finalement en 10 ans ont totalement changé. Et c'est souvent même les élèves qui aujourd'hui font la leçon un petit peu à leurs parents sur le fonctionnement du bâtiment. Mais bon, donc en soi, la récupération d'eau de pluie ici, elle était quand même assez limitée. Et s'il y avait trop plein de ces citernes, ils alimentaient des bassins d'orage, comme ceux que vous voyez en bas à gauche, qui eux-mêmes étaient reliés par débit de fuite temporisé à un trop-plein. Et ce trop-plein partait dans le réseau d'égouttage classique. Donc la logique, elle était surtout dans la temporisation, la récupération, mais en fin de chaîne, le tout partait vraiment dans l'égout. Au niveau du projet botanique, on a apporté une première évolution dans cette gestion des eaux de pluie. C'était en fait d'augmenter la partie usage de l'eau de pluie qui est récupérée et pas uniquement faire du stockage pour au final rejeter l'eau à l'égout. Et donc ici, au niveau des usages qui avaient été faits sur ce bâtiment, c'est l'alimentation des différents sanitaires, c'est aussi l'arrosage quand c'est nécessaire par goutte à goutte de la toiture, mais aussi des possibilités d'entretien, de nettoyage, puisque ce sont des locaux qui abritent vraiment beaucoup de techniciens et de gens qui travaillent dehors et qui font beaucoup de nettoyage d'outillage, par exemple. Et l'autre évolution était d'améliorer l'intégration paysagère des dispositifs de tamponnage dans le projet, non plus vu vraiment comme une contrainte où on donnait des gros coups de pelle en essayant de faire les dispositifs les plus réduits en surface possible, avec des pentes beaucoup trop abruptes, et ce qui avait pour résultat d'accueillir au final une biodiversité très faible. Mais sinon, pour le reste, ce projet botanique qui vient d'être réalisé, mais qui est conçu il y a déjà 5-6 ans, on reste avec une fin de chaîne classique vers un égouttage en voirie. Par contre, maintenant, voilà, pour le projet STAL, dans notre dernière évolution, là, l'objectif a clairement été d'impacter positivement sur la biodiversité. Bon, c'était pas spécialement compliqué, vu que par essence, le projet ici transforme en fait plusieurs milliers de mètres carrés d'asphalte en plein air et qu'on transforme en espace vert et en volume avec toiture végétalisée. Donc voilà, l'impact général était déjà assez positif. Mais si on revient à la question de l'eau de pluie spécifique, ici la toiture pilote du parking représente environ 4500 mètres carrés et elle assure une première réserve d'eau directement sous le substrat de la toiture via un complexe de drainage. Ensuite, l'eau qui ressort de ce complexe de drainage, elle s'écoule vers une double citerne au rez-de-chaussée qui récupère l'eau de pluie, mais qui la renvoie à chaque niveau pour l'entretien, pour le nettoyage, mais aussi pour assurer le projet pilote de potager en toiture qui a été développé avec une école de formation qui est juste voisine au développement du parking. Ensuite, le trop-plein de ces citernes, lui, il est tamponné directement dans le parc public qui est réalisé autour du parking à travers des dispositifs paysagers qui sont variés. Donc, il y a un réseau de noues paysagères qu'on a travaillé avec des ondulations assez marquées, de nouveau pour faire parfois vraiment des variations avec des micro-niches d'habitat, et aussi des espaces verts creux. Et donc, à la différence des bassins d'orage, c'est vraiment un traitement ici avec des très fines dépressions, avec des longueurs de pente qui sont très douces pour avoir des berges vraiment étagées et une zonification bien répartie sur toute la longueur. Et le trop-plein de tout ce système de récupération est, lui, directement connecté avec la réouverture d'un cours d'eau, le Hellesbeek, que nous assurons aussi sur le projet. Et donc là, on réduit vraiment à zéro tout rejet potentiel d'eau vers le réseau d'égout classique. Donc là, c'était vraiment l'évolution possible pour ce projet. Merci Sébastien, il faut vraiment conclure. Oui, donc voilà, je vais conclure ici vraiment avec ce qui est important pour nous au niveau du paysagiste, c'est clairement la simplification aussi du plan de plantation. On a tendance à prescrire vraiment des plans de plantation assez complexes et petit à petit, on voit que dans notre travail, finalement, on vient avec des plans de plantation qui sont de plus en plus épurés et on laisse vraiment cette place
au développement du spontané importante et plutôt travailler avec des espèces qui sont structurantes et de laisser vraiment l'accompagnement se faire aussi. Et j'insiste là vraiment sur le travail en lien étroit avec l'écologue. Et c'est maintenant dans l'évolution de notre méthodologie aussi quelque chose qui est systématiquement fait, où on voit rejoindre nos équipes en permanence des spécialistes en diagnostic phytosanitaire, en évaluation des services écosystémiques, que ce soit en amont ou en aval, avec des guidances qui intègrent l'équipe au niveau de développement des nature-based solutions, mais aussi l'utilisation des outils comme les compétentiels, le CBS, le totem, etc. Donc je rejoins là à 100% cette méthodologie qui apparaît comme nécessaire et que développait Marc. Voilà, je vous remercie pour la présentation. Beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre temps, mais c'était passionnant. Je crois que ça nous augure des belles visites de terrain à Strasbourg, à Paris, à Bruxelles. Un dernier mot peut-être. Je laisse la parole à Marc Barra et à Dean Hector, si vous voulez réagir à ce que nous a montré Sébastien ou donner un dernier mot avant qu'on ne quitte notre direct. Qui veut commencer ? Marc, il faut désactiver ton micro. Enfin, activer ton micro. Peut-être moi, pour rebondir, Active. on a beaucoup parlé de l'apport de naturaliste, l'importance de l'écologue à tous les niveaux, et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du paysagiste, et c'est important aussi de le rappeler. Et l'intervention du paysagiste, et pas que pour venir concevoir les espaces libres une fois que le projet est tout ficelé, mais aussi dès l'amont le plus en amont possible au moment de la conception globale du projet. Et de l'hydrologue, on l'a vu. Marc, il faut ouvrir ton micro. On ne t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, est-ce que tu sais signer, Marc? Non, tu ne connais pas la langue des signes. Bon, ben, on n'entend pas Marc, donc je suis navré. Non, pas du tout. Écoutez, moi je vous envoie à lire l'excellent ouvrage « Bâtir en favorisant la biodiversité » que Marc a écrit il y a quelques années, puis d'autres ressources pour compléter. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette conférence et je vous invite pour les prochains ateliers à changer de salle via l'interface en ligne. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci. Merci à toi, Merci Gilles. beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.